Je m'appelle Brooke Lawson, et la nuit de mes 30 ans, mon cadeau d'anniversaire est devenu la raison pour laquelle ma propre famille a essayé de me garder enfermé dans leur maison. Grand-mère a attendu que les assiettes à gâteau soient débarrassées, puis a glissé une enveloppe blanche sur la table. À l'intérieur se trouvait un chèque de $100 000 libellé uniquement à mon nom. Avant que je puisse parler, maman a verrouillé la porte de derrière. Papa a traversé la pièce et a tourné le verrou de la porte d'entrée. Mon frère s'est adossé au mur, souriant comme s'il savait déjà comment cela se terminerait. Cet argent appartient à cette famille, a lancé maman. Papa m'a ordonné de lui remettre le chèque. Quand j'ai refusé, il m'a attrapé le bras avec force et a tendu la main vers l'enveloppe. Mon frère a ri. Tu ne l'encaisseras jamais. Cette phrase m'a effrayé plus que les portes bloquées parce qu'elle ne sonnait pas comme une menace. Elle donnait l'impression qu'il savait quelque chose que j'ignorais. J'ai caché le chèque dans mon chemisier, j'ai fait semblant de céder enfin, et j'ai attendu la seule erreur qu'il faisait toujours quand il croyait avoir gagné. 20 minutes plus tard, je rampais sous le déverrouillage d'urgence de la porte de garage, avec une chaussure en moins et ma smartwatch enregistrant chaque mot derrière moi. J'ai conduit directement à la banque de grand-mère. Le directeur a scanné le chèque, a fixé son écran et est devenu complètement blême. Puis il l'a repoussé sans le toucher à nouveau. Madame, a-t-il chuchoté, n'endossez pas ceci. Ne l'encaissez pas, appelez les autorités maintenant. Avant de vous dire ce qu'il a vu, et pourquoi ma famille avait si désespérément besoin de ce chèque, dites-moi, quelle heure est-il où vous êtes, d'où regardez-vous, et quel temps fait-il là-bas en ce moment? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Jusqu'à cette nuit-là, j'avais passé la majeure partie de ma vie à croire que le comportement de ma famille était injuste mais ordinaire. Mon père, Kevin, appelait cela la responsabilité. Ma mère, Amy, appelait cela la loyauté. Mon jeune frère, Ethan, appelait cela l'ordre naturel des choses. Chaque fois qu'Ethan échouait, quelqu'un d'autre en absorbait le coup, et ce quelqu'un, c'était généralement moi. Quand il a abandonné l'université, mes parents ont utilisé l'argent mis de côté pour mes études supérieures pour couvrir son revers temporaire. Quand il a détruit une voiture en leasing, ils m'ont demandé de co-signer pour une autre parce que mon crédit était meilleur. Quand j'ai refusé, maman a dit aux parents que j'avais abandonné la famille pendant une crise. Ethan créait un problème. Mes parents le rebaptisaient une urgence familiale, et on s'attendait à ce que je me sacrifie. Grand-mère et les Lanard en avaient vu plus que je ne le comprenais. Elle avait bâti une entreprise prospère de fournitures marines avec mon grand-père et l'avait vendue avant que je termine le lycée. Elle était généreuse mais jamais négligente. Elle payait directement la librairie de mon université parce qu'elle ne faisait pas confiance à mes parents pour me transmettre l'argent. À l'époque, je pensais qu'elle était simplement prudente. Avec le recul, sa prudence était un avertissement. Le chèque de $100 000 est arrivé sans discours. Grand-mère l'a glissé vers moi après le dîner et a dit, « C'est pour la vie que tu n'as cessé de reporter. » La fourchette de ma mère s'est arrêtée en l'air. Mon père n'a pas semblé surpris. Il a semblé alarmé. Les yeux d'Ethan sont allés directement au nombre imprimé en bas. Il n'a pas demandé combien grand-mère m'avait donné. Il s'est penché plus près comme pour confirmer un détail. L'argent aurait pu rembourser mes prêts étudiants, me donner un acompte et m'aider à me reconstruire après mon divorce. Plus que cela, il représentait un choix que personne d'autre ne contrôlait. Maman a tendu la main sur la table et a proposé de le garder en lieu sûr. J'ai retiré l'enveloppe. Son sourire a disparu. Papa a bloqué la porte d'entrée. Maman a bloqué celle de derrière. Ethan s'est placé entre moi et le couloir où se trouvaient mon téléphone et mon manteau. Grand-mère est restée assise, mais la peur a remplacé la chaleur sur son visage. Kevin a dit que l'argent de grand-mère avait toujours été destiné à la famille. Amy a ajouté que l'entreprise d'Ethan faisait face à une échéance et que le chèque pourrait éviter un désastre. Personne n'a expliqué pourquoi son entreprise dépendait de mon cadeau d'anniversaire. Quand j'ai essayé de partir, papa m'a attrapé le poignet et a dit que je n'irais nulle part tant que je ne l'aurais pas signé. J'ai crié qu'il ne pouvait pas me retenir là. Il m'a repoussé une fois, rapidement et de manière choquante, puis s'est figé. Grand-mère s'est levée et lui a dit qu'il était allé trop loin. Maman lui a lancé de s'asseoir. Ethan a pris mon téléphone et l'a glissé dans le sac à main d'Amy. La peur est devenue clarté. Il contrôlait les portes, mon téléphone est le seul document qu'il semblait désespéré d'obtenir.
Je me suis souvenu d'avoir 19 ans quand papa a pris mon remboursement d'impôt parce que le ménage en avait besoin. Je me suis souvenu d'avoir envoyé $5000 pour la prétendue urgence médicale d'Ethan, pour ensuite découvrir que cela avait couvert sa paie. J'avais traité chaque incident comme étant distinct. Maintenant, je voyais le système. Grand-mère a touché la broche en argent sur son pull 2 fois, puis a jeté un coup d'œil à mon poignet. Je portais la smartwatch qu'elle m'avait offerte pour Noël. Elle avait un service cellulaire et pouvait enregistrer sans mon téléphone. J'ai appuyé sur le raccourci sous la table. Une douce vibration a confirmé que l'enregistrement avait commencé. J'ai demandé ce qui se passerait si je refusais. Kevin a dit qu'il ferait tout ce qui était nécessaire. Amy a dit que je regretterais de les humilier. Ethan s'est approché et a murmuré, « Nous avons seulement besoin de l'original avant que l'autre ne soit compensé. » Papa s'est tourné vers lui si brusquement que la pièce est devenue silencieuse. Ethan a essayé de le prendre à la légère, mais grand-mère l'avait entendu aussi. Son visage a perdu toute couleur. Quel autre? Un autre chèque? Une autre transaction? Je voulais exiger une réponse, mais la colère les rendrait prudents. Alors, j'ai baissé les yeux, laissé mes épaules s'affaisser et leur ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Maman a semblé soulagée, pas concernée. Papa a relâché mon poignet. Il croyait que l'ancienne Brooke était de retour. Celle qui confondait la reddition avec la paix. Il n'avait aucune idée que je les enregistrais. Et pour la première fois de ma vie, j'ai arrêté d'essayer d'être comprise et j'ai commencé à planifier comment sortir. Je leur ai dit que je pourrais signer s'ils expliquaient où irait l'argent. Je voulais qu'ils parlent. Kevin a dit qu'Ethan avait une clôture de propriété commerciale le lendemain matin et avait besoin de liquidités temporaires. Amy a promis que l'argent serait rendu dans les 30 jours. Ethan m'a averti de ne pas poser de questions sur des documents que je ne comprendrais pas. Leurs réponses se contredisaient. Si la transaction était légitime, pourquoi prendre mon téléphone? Si l'argent était temporaire, pourquoi bloquer les portes? Et pourquoi Ethan avait-il mentionné la compensation d'un autre chèque? J'ai demandé un stylo. Maman s'est précipitée à la cuisine, certaine que je m'étais rendu. Grand-mère s'est déplacée à côté de moi et a fait semblant de redresser la nappe. Quelque chose de petit a été pressé dans ma paume. La clé en laiton de la vieille armoire de garage où grand-père avait gardé la poignée de déverrouillage d'urgence et la télécommande de rechange. Elle a chuchoté, « Ne signe rien ». Amy est revenue avec un stylo et du papier blanc. Kevin m'a ordonné d'endosser le chèque et de déclarer que je le transférais volontairement à Arbor Point Développement, l'entreprise d'Ethan. Je savais que Arbor Point était censé convertir un entrepôt au bord de l'eau en bureau de luxe. Pourtant, chaque dîner de famille se terminait par une nouvelle demande d'argent. J'ai placé le chèque sur la table mais j'ai gardé mes doigts dessus. Montrez-moi les informations du compte de l'entreprise, ai-je dit. Ethan s'y est opposé. J'ai refusé de signer sans cela, alors Kevin l'a envoyé au bureau chercher un dossier. Amy a suivi. Papa s'est penché près de moi. N'aggrave pas les choses. Ton frère s'est déjà engagé dans l'affaire. Si la banque voit 2 instruments et commence à poser des questions, tout s'effondre. Il a réalisé trop tard ce qu'il avait admis. J'ai demandé, 2 instruments? Il a tendu la main vers le chèque. Grand-mère a renversé son verre d'eau, et quand il s'est tourné, j'ai plié le chèque dans la carte d'anniversaire et j'ai couru. J'ai atteint la porte intérieure du garage, les déverrouillé avec la clé en laiton et les claqué derrière moi. L'interrupteur électrique avait été désactivé, mais j'ai grimpé sur un banc de rangement, ouvert la vieille armoire et tiré le cordon d'urgence rouge. Papa a défoncé la porte depuis le couloir. Le loquet a tremblé. J'ai soulevé la porte de garage en métal de seulement 2 pieds avant qu'elle ne se coince, je suis tombé sur le béton et j'ai glissé dessous. Papa a attrapé ma cheville, mais la porte s'est écrasée entre nous. J'ai sprinté vers ma voiture, l'ai démarré avec la clé de rechange cachée dans la boîte à serrure du passage de roue, et j'ai reculé pendant qu'il martelait la fenêtre. Mon téléphone avait disparu, mais ma montre fonctionnait toujours. J'ai appelé Daphné Ortiz, mon amie la plus proche et parajuriste dans un cabinet qui traitait des cas d'exploitation financière. Je lui ai dit que j'avais été retenu, intimidé et menacé à cause du chèque de grand-mère. Elle a demandé, est-ce que quelqu'un a mentionné un autre chèque? 6 mois plus tôt, grand-mère avait consulté son cabinet au sujet de retrait suspect.
Daphné n'avait pas traité le cas et ne pouvait pas partager de détails confidentiels, mais elle savait que grand-mère craignait des documents falsifiés. Ma famille n'avait jamais mentionné cette réunion. Daphné m'a dit de ne pas photographier, endosser ou altérer le chèque. La banque émettrice pourrait le vérifier et le conserver comme preuve. Elle me rejoindrait là-bas et contacterait son avocat superviseur. Alors que je conduisais, un VUS noir est apparu derrière moi. Il ressemblait à celui d'Ethan. J'ai tourné dans le parking d'une épicerie et j'ai fait le tour d'un poste de sécurité jusqu'à ce que le VUS continue sa route. C'était peut-être un étranger, mais je refusais de mener qui que ce soit directement à la banque. 2 messages sont apparus sur ma montre. Maman a écrit « Rentre à la maison maintenant. Nous pouvons arranger ça ». Ethan a écrit « Encaisse ce chèque et grand-mère perd tout ». J'ai sauvegardé les deux et les ai transférés à Daphné. Son avertissement ne semblait pas protecteur. Il sonnait comme un moyen de pression. À la banque, je suis entré avec une seule chaussure, un coude raflé et la carte d'anniversaire sous ma veste. J'ai dit à l'agent de sécurité que je portais peut-être la preuve d'une grave tromperie financière et que ma famille avait essayé de m'empêcher de quitter une maison. Il m'a emmené dans un bureau aux parois de verre et a appelé des enquêteurs. Le directeur de la succursale, Marcus Hay, connaissait grand-mère de nom. Il a lu le montant, la signature, le numéro de routage et le numéro de série avant de scanner le chèque. La couleur a quitté son visage. Il a demandé si je l'avais endossé. J'ai dit non. Il a verrouillé la porte du bureau et a appelé l'agent de sécurité à l'intérieur. Madame Lawson, a-t-il dit. Ce numéro de chèque est déjà présenté dans une autre succursale pour 475 000 $. Faire semblant d'obéir m'avait sauvé, mais cela m'avait aussi livré au milieu d'un stratagème majeur déjà en cours. Mon chèque était de 100 000 $ et portait la signature familière de grand-mère. Le duplicata déposé sur le compte de Harbor Point Développement était de 475 000 $. Les deux portaient le numéro 1847. Marcus a expliqué que 2 chèques du même compte ne pouvaient jamais partager le même numéro de série. L'un d'eux devait être un chèque falsifié. Il a placé le mien sous une feuille de protection transparente au lieu de le manipuler à nouveau et a demandé à l'agent de sécurité de noter l'heure exacte. Cette petite procédure a rendu le danger réel. Jusqu'alors, une partie de moi espérait encore que ce n'était qu'un vilain malentendu sur le droit de propriété. Regarder un directeur de banque établir une chaîne de possession m'a dit que c'était une preuve. Marcus a également expliqué que si le chèque falsifié avait été compensé en premier, le chèque authentique aurait pu être rejeté automatiquement, et tout le compte de grand-mère aurait pu être gelé pendant que les enquêteurs déterminaient quel document était le vrai. Ma famille avait fait la course contre une horloge dont je ne connaissais pas l'existence. Je lui ai dit que grand-mère avait rédigé le mien et me l'avait remis moins d'1 heure plus tôt. J'ai décrit Ethan fixant la ligne du bas, mes parents exigeant l'original, et l'avertissement de papa sur le fait que la banque verrait 2 instruments. Marcus a demandé le responsable régional de la conformité. Les autorités sont arrivées quelques minutes plus tard. L'agent Lena Shaw a pris ma déclaration, a photographié mon coude raflé et a copié l'enregistrement de ma montre. Les mots d'Ethan, « Nous avons seulement besoin de l'original avant que l'autre ne soit compensé », étaient assez clairs pour faire taire tout le monde dans le bureau. Marcus m'a demandé d'appeler grand-mère. L'agent Shaw a utilisé son téléphone en mode haut-parleur. Grand-mère a répondu après 4 sonneries. J'entendais maman se disputer en arrière-plan. Grand-mère a dit qu'Amy l'avait emmenée à l'étage pour se reposer et ne voulait pas lui rendre son sac à main. Des agents ont été immédiatement envoyés à la maison. Grand-mère a confirmé qu'elle avait rédigé mon chèque de 100 000 $ et n'avait jamais autorisé un paiement à Harbor Point de 475 000 $. La banque a gelé la transaction en double. La sécurité de l'autre succursale a arrêté la personne qui le présentait jusqu'à l'arrivée des autorités. C'était Ethan. Il avait quitté la maison quelques minutes après mon évasion, porteur d'un chèque falsifié avec la fausse signature de grand-mère. Mes parents n'avaient pas seulement voulu mon cadeau parce qu'ils s'estimaient en droit de l'avoir. Ils avaient besoin que le chèque authentique soit détruit, altéré ou endossé avant que la banque ne compare les 2 instruments. Si j'avais endossé le mien à Harbor Point, ils auraient pu prétendre que grand-mère avait approuvé les 2. Si je l'avais déchiré, la comparaison physique la plus solide aurait disparu. Daphné est arrivée avec son avocate superviseur, Rachel Kim. Avec la permission de grand-mère,
Rachel a expliqué que grand-mère avait engagé leur cabinet 3 semaines plus tôt après avoir découvert des retraits suspects, un mot de passe en ligne modifié et une ligne de crédit ouverte sur une propriété qu'elle possédait en pleine propriété. Lorsqu'elle a confronté Kevin, il a blâmé des erreurs bancaires et a proposé de tout gérer. Au lieu de cela, grand-mère a contacté un avocat, et la banque a placé son compte sous surveillance renforcée. Grand-mère avait toujours l'intention que les 100 000 $ soient mon cadeau d'anniversaire, en partie parce qu'elle soupçonnait que de l'argent avait été pris de fonds qui m'étaient destinés des années plus tôt. Rachel avait conseillé un virement bancaire, mais grand-mère a insisté sur un chèque personnel parce qu'elle voulait voir si quelqu'un réagirait au numéro de compte. Elle s'attendait à de la cupidité et des questions. Elle ne s'attendait pas à des portes bloquées ou à une intimidation extrême. J'ai senti la colère monter à côté de ma peur. Elle avait transformé un vrai cadeau en test sans me le dire. Rachel n'a pas défendu ce choix. Vous avez tout à fait le droit d'être en colère, a-t-elle dit. C'était la première fois que quelqu'un autour de ma famille admettait que l'amour n'effaçait pas la responsabilité. Les autorités ont atteint la maison et ont trouvé grand-mère en sécurité. Kevin a essayé de partir par le jardin, mais a été arrêté. Amy a qualifié tout cela de malentendu. Marcus m'a dit que les fonds derrière mon chèque étaient en sécurité dans un compte protégé, mais que le traitement immédiat du chèque pourrait interférer avec les preuves. Une fois que les enquêteurs l'auraient documenté, grand-mère pourrait l'annuler et réémettre le cadeau par l'intermédiaire de son avocate. L'agent Shaw a écouté une autre section de mon enregistrement. Kevin disait que la banque ne devait pas être autorisée à comparer les originaux. Amy disait, une fois qu'elle signe, nous dirons qu'Eleanor a approuvé les deux. Ethan a répondu que Arbor Point recevrait l'argent et le remplacerait avant la fin du trimestre. Ils avaient discuté du plan devant moi parce qu'ils croyaient que la peur me rendait impuissante. L'agent Shaw m'a demandé si j'étais prête à faire une déclaration formelle contre mes parents et mon frère. J'ai pensé à toutes ces années où je les avais protégés en gardant le silence. Puis j'ai pensé à grand-mère à l'étage sans son sac à main, à mon téléphone caché, à la main de papa m'attrapant le bras avec force, et au chèque falsifié déposé pendant que j'étais retenu à l'intérieur de la maison. Oui, ai-je dit, et je veux que vous examiniez chaque compte qu'ils ont jamais ouvert à mon nom. L'enquête s'est élargie en 48 heures. Une perquisition de la maison a produit du papier à chèque déchiqueté dans la mallette d'Ethan, un scanner portable dans le bureau de papa, des copies de la signature de grand-mère et un dossier marqué BL contenant mon numéro de sécurité sociale. D'anciennes déclarations de revenus et des papiers de prêt que je n'avais jamais vus. Ma famille n'avait pas seulement ciblé grand-mère, elle avait utilisé mon identité pour soutenir les entreprises d'Ethan. Un expert comptable judiciaire a découvert que Arbor Point n'avait jamais possédé l'entrepôt au bord de l'eau qu'Ethan prétendait développer. Il avait autrefois une option d'achat, mais cette option avait expiré. Ethan continuait à collecter de l'argent en disant à ses parents et à des investisseurs privés que le projet attendait des permis. Les nouveaux dépôts payaient d'anciennes obligations, des dettes personnelles et des dépenses de luxe. Le chèque falsifié était destiné à satisfaire un investisseur qui avait menacé de poursuivre en justice. Kevin a préparé de faux états financiers. Amy a fait pression sur les parents et a contrôlé le récit familial. Les détectives ont récupéré des messages dans lesquels elle disait à Ethan de garder Brooke émotive parce que la culpabilité me rendait plus facile à gérer. Elle a également demandé à Kevin de prendre mon téléphone et de bloquer les portes jusqu'à ce que je signe. Lire cela a fait plus mal que la lutte physique. L'intimidation avait été une explosion de colère. La manipulation avait été planifiée. Le dossier à mon nom a révélé une ligne de crédit commercial de 220 000 $ garantie par une fausse signature numérique. La demande m'indiquait faussement comme directrice financière de Arbor Point. Les retards de paiement avaient endommagé mon crédit et expliqué pourquoi une préapprobation de prêt hypothécaire avait échoué l'année précédente. Mes parents avaient blâmé mon divorce. En vérité, ils m'avaient saboté. J'ai obtenu une ordonnance de protection. Ethan a été détenu par les autorités après avoir tenté de vider un compte d'entreprise à distance. Kevin et Amy ont été libérés en attendant les audiences, mais plusieurs comptes ont été gelés. J'ai emménagé dans la chambre d'amis de Daphné, j'ai changé tous mes mots de passe, gelé mon crédit et engagé un avocat. Quand j'ai suggéré d'abandonner la plainte officielle pour éviter de détruire la famille, Daphné est devenue furieuse. Je l'ai accusée de traiter ma vie comme un dossier. Elle a répondu, non, Brooke. Je traite ce qui t'est arrivé comme si cela comptait. Grand-mère a demandé à me voir. J'ai refusé 2 fois, puis j'ai accepté de la voir dans le bureau de Rachel.
Elle a placé de vieux relevés de fiducie devant moi et a dit « Je t'ai laissé tomber bien avant ton anniversaire ». Mon grand-père avait créé des fiducies d'éducation égales pour Ethan et moi. Je n'ai reçu qu'un petit paiement de frais de scolarité. Kevin avait détourné 186 000 $ de ma part grâce à une procuration que grand-mère croyait limitée aux questions fiscales. Elle l'avait interrogé des années plus tôt, mais il avait prétendu que j'avais accepté d'utiliser l'argent pour les dépenses familiales. Elle l'a cru parce qu'elle voulait croire que son fils ne volait pas son propre enfant. Grand-mère a admis que le chèque de 100 000 $ était en partie une restitution, bien qu'il ne puisse pas remplacer la croissance ou les opportunités perdues. Elle a également admis qu'elle avait espéré que la réaction de mes parents révélerait s'ils connaissaient son compte protégé. Je lui ai dit que l'intention n'effaçait pas le danger. Elle a été d'accord. Nous n'avons pas réparé notre relation ce jour-là, mais nous avons établi des règles. Pas de test secret, pas de décision financière prise pour ma protection et une transparence totale. Mes parents ont répondu par une campagne de dénigrement. Ami a publié que j'avais manipulé une femme âgée et causé des ennuis à Ethan par jalousie. Des parents ont exigé que je retire ma déclaration. Une tante a écrit « Quoi qu'il soit arrivé, une action en justice est trop dure pour la famille ». J'ai répondu une fois « La famille n'est pas une immunité contre les conséquences ». Puis j'ai arrêté d'expliquer. Kevin a déposé une plainte civile disant que le cadeau de grand-mère remboursait en fait un ancien prêt qu'il avait fait à son entreprise. La plainte était fausse, mais elle a ouvert la phase de communication des preuves. Ce fut l'une de ses pires erreurs. Nous avons obtenu des courriels discutant de fausses signatures, de réunions mises en scène et des parents les plus faciles à presser. Un message de Kevin disait « Brooks et Dracy ami pleure ». Un autre disait « Utilise un duplicata du nouveau carnet et détruis le vrai ». La confrontation de l'anniversaire n'était pas spontanée. C'était l'étape finale d'un plan. Le juge civil a rejeté la plainte de Kevin et a renvoyé les documents suspects aux enquêteurs. Ses clients en comptabilité sont partis. Amy a été démise d'un conseil d'administration caritatif après que des auditeurs ont trouvé des paiements acheminés vers une société d'événements contrôlée par Ethan. Les factures d'avocats ont vidé les comptes qui n'étaient pas gelés. Leurs conséquences ont commencé avant toute décision officielle. Les clients ont disparu. Le crédit s'est évanoui. Les amis ont arrêté de répondre aux appels. Et l'histoire publique a échappé à leur contrôle. Les procureurs ont offert une résolution négociée si grand-mère et moi soutenions des accusations réduites. Les parents ont appelé cela une chance pour la paix. J'y ai vu une autre demande de les protéger des conséquences. Un règlement privé pourrait rendre de l'argent, mais il préserverait le système qui nous avait fait du mal. J'ai dit à l'avocat que je témoignerais et coopérerais pleinement. Cette fois, il n'achèterait pas mon silence avec des promesses. Les mois avant le procès n'ont pas été une victoire nette. Mon crédit a chuté avant que les comptes non autorisés ne soient supprimés. Je passais des soirées à répondre aux enquêteurs et des matins à essayer de garder mon emploi. Des messages anonymes me qualifiaient de cupide. Chaque numéro inconnu me tendait. L'indépendance ne ressemblait pas à un discours. Elle ressemblait à une thérapie, des formulaires juridiques, des caméras de sécurité et l'apprentissage de ne pas s'excuser pour les précautions. La preuve la plus solide est venue de la piste de l'argent. Les comptables ont retracé plus de 1,03 million des comptes de grand-mère, de ma fiducie d'éducation et d'investisseurs privés vers des sociétés contrôlées par Ethan. Certains dépôts payaient des investisseurs précédents. Certains couvraient l'hypothèque de mes parents et le style de vie d'Ethan. Le projet d'entrepôt existait principalement dans des rendus brillants. De fausses factures d'entrepreneurs provenaient de modèles sur l'ordinateur de papa. Les messages de maman montraient qu'elle recrutait des parents en disant que l'investissement était approuvé par grand-mère. Le rapport d'expertise a cartographié les transferts mois par mois et a détruit leur affirmation selon laquelle il s'agissait d'une décision désespérée. Chaque fois que le stratagème commençait à échouer, il trouvait un nouveau compte de parents ou une signature à exploiter. Mon nom apparaissait dans les registres bien avant mon anniversaire, prouvant que le faux prêt n'était pas une mesure d'urgence. Il faisait partie de l'architecture. Voir les transactions disposées en colonne était étrangement clarifiant. Leur manipulation avait toujours semblé chaotique quand je la vivais de l'intérieur. Sur le papier, elle était organisée. Le chèque en double a tout connecté. Ethan a copié le numéro de série d'une photographie que Kevin a prise pendant que grand-mère préparait mon enveloppe d'anniversaire. Il croyait que l'original serait saisi, altéré ou détruit.
Mon refus à créer 2 instruments dans le système bancaire, et mon évasion à livrer l'authentique avant que le chèque falsifié ne soit compensé. Le choix qu'ils ont qualifié d'égoïste était la seule raison pour laquelle le stratagème s'est arrêté en temps réel. Mes parents ont demandé une médiation. Ils ont offert un remboursement partiel et des excuses privées si grand-mère et moi demandions la clémence. Kevin semblait plus âgé, mais pas repentant. Il a dit, « Tu as fait valoir ton point de vue. » J'ai demandé s'il avait falsifié ma signature. Il a blâmé Ethan. J'ai demandé s'il avait bloqué les portes. Il a appelé cela un désaccord privé. J'ai demandé s'il m'avait physiquement attrapé. Il a dit que les émotions étaient vives. Amy a commencé à pleurer et a dit qu'elle avait passé sa vie à maintenir la famille unie. Je me suis souvenu de l'email de Kevin. Brooke cédera si Amy pleure. J'ai demandé pourquoi elle avait pris mon téléphone et dit à Ethan de me garder émotive. Ses larmes se sont arrêtées. Ethan est apparu par vidéo depuis un établissement et a blâmé la comptabilité de papa, les investisseurs et l'économie. Puis il m'a regardé et a dit, « Tu aurais pu arranger ça en nous donnant le chèque. » Cela a mis fin à la médiation. J'ai refusé tout accord fondé sur le secret ou la responsabilité minimisée. Leur avocat a qualifié mes conditions de punitives. J'ai dit, les conséquences appartiennent au tribunal. La vérité m'appartient. Après l'échec de la médiation, les archives judiciaires ont atteint les journalistes locaux. L'histoire est passée d'un litige d'héritage familial à une affaire de manipulation financière, d'usurpation d'identité et de tromperie impliquant une intimidation extrême lors d'un dépôt de chèques falsifiés actifs. L'organisation caritative d'Amy a publiquement coupé les ponts avec elle. La certification professionnelle de Kevin a été suspendue. Les investisseurs d'Ethan ont intenté des poursuites distinctes. La maison familiale, refinancée grâce à des documents liés à la ligne de crédit compromise de grand-mère, a été placée sous privilège. Regarder la maison devenir une preuve était compliqué. Elle contenait des souvenirs douloureux, mais aussi des matins de Noël et la cuisine où grand-mère m'a appris à pâtisser. La responsabilité peut enlever le toit aux personnes qui vous ont fait du mal, tout en détruisant l'endroit où vous espériez autrefois qu'elle vous aimait. Je n'avais pas besoin d'apprécier chaque conséquence pour croire qu'elle était nécessaire. Grand-mère a déménagé dans un appartement sécurisé, a révoqué toutes les anciennes procurations et a créé une fiducie transparente gérée par un fiduciaire indépendant. Après que les enquêteurs ont libéré les fonds, son avocat a réémis mon cadeau de 100 000 $ via un compte séquestre. J'ai payé les frais de justice, placé la plupart de l'argent sur un compte assuré distinct et utilisé une partie pour un modeste dépôt d'appartement. L'argent ne semblait plus magique. Il ressemblait à une responsabilité que j'étais enfin autorisé à gérer. Les audiences ont commencé 11 mois après mon anniversaire. Les enquêteurs ont montré qu'Ethan avait créé de fausses sociétés. Kevin a fourni des documents et un accès, et Amy a coordonné la pression et le recrutement. La défense a qualifié cela de litige commercial familial. Puis le jury a entendu l'enregistrement de ma montre. Papa avertissant que tout s'effondrerait si la banque voyait 2 instruments. Ethan disant qu'ils avaient besoin de l'original. Maman disant qu'il prétendrait que grand-mère avait approuvé les 2. J'ai témoigné pendant près de 4 heures. La défense a demandé pourquoi j'étais allé à la banque au lieu de rentrer chez moi. J'ai dit qu'Ethan m'avait dit que je n'encaisserais jamais le chèque et que je voulais savoir pourquoi. Ils ont demandé si je détestais ma famille. J'ai répondu, je détestais ce qu'ils ont fait et qui je suis devenu autour d'eux, mais je suis ici parce qu'ils croyaient qu'être une famille signifiait que je ne dirais jamais la vérité. Grand-mère a témoigné le lendemain. Elle a admis avoir ignoré les signes avant-coureurs parce qu'elle voulait croire Kevin. Regardant directement le jury, elle a dit, « J'ai protégé mon fils de petites conséquences jusqu'à ce qu'il croie qu'il n'y en aurait jamais de grandes. » Le jury a délibéré pendant 2 jours. J'ai passé ces heures à marcher près de l'entrepôt vide au bord de l'eau dont Ethan avait fait la publicité. Derrière sa clôture rouillée, il ressemblait exactement à ses promesses, impressionnant de loin et creux de près. Quand le tribunal a appelé pour dire qu'une décision avait été prise, je ne me suis pas sentie triomphante. Je me suis sentie prête. Le jury a déclaré Ethan responsable de tromperie financière, d'usurpation d'identité et d'abus de faiblesse sur personnes âgées. Kevin a été déclaré responsable de complot, de falsification de documents financiers, d'usurpation d'identité et de séquestration illégale. Amy a été déclaré responsable de complot, d'abus de faiblesse sur personnes âgées, d'altération de preuves et de séquestration illégale.
Elle a été innocentée d'une plainte directement liée à l'altercation physique parce que papa a agi seul à ce moment-là, mais les messages ont prouvé qu'elle avait aidé à planifier la séquestration et la couverture. Lors de la décision finale, plusieurs parents ont décrit avoir perdu leurs économies de retraite dans Arbor Point. Un couple avait reporté des soins médicaux. Un ancien client de papa a découvert des documents fiscaux modifiés. Le stratagème s'était étendu bien au-delà de ma table d'anniversaire. Ethan a été condamné à passer 9 ans dans un établissement fédéral. Kevin a reçu 11 ans parce qu'il a abusé de la confiance professionnelle et familiale. Amy a reçu 5 ans suivis d'une libération surveillée et s'est vu interdire de gérer des fonds caritatifs ou d'agir en tant que fiduciaire de quiconque. Tous les 3 ont été condamnés à verser des restitutions, bien que tout le monde sache que seule une partie de l'argent serait jamais récupérée. La juge a déclaré que la maltraitance financière au sein des familles est souvent cachée par la honte et la loyauté. Elle a dit, les portes bloquées et les téléphones cachés ont montré que cette famille comprenait le pouvoir du silence et a essayé de l'imposer. Puis elle a ajouté, le signalement des méfaits n'a pas brisé la famille. Ce sont les actions qui l'ont fait. Kevin s'est excusé pour l'apparence de la situation. La juge a demandé s'il reconnaissait avoir falsifié des documents et aidé à me séquestrer. Il a qualifié cela d'erreur. C'était le même langage vague qu'il avait utilisé toute ma vie. Assez doux pour paraître repentant et assez vide pour protéger son image de soi. Amy a dit qu'elle avait perdu sa maison, ses amis, sa position dans la communauté et ses enfants. Elle s'est tournée vers moi et a chuchoté, « Es-tu heureuse maintenant ?» Pendant une seconde sombre, j'ai voulu dire oui. Je voulais qu'elle sache que ses larmes ne contrôlaient plus la faim. Mais le bonheur n'était pas ce que je ressentais. Je ressentais du deuil, de la colère, du soulagement et une stabilité que je n'avais jamais connue autour d'eux. Je suis en sécurité maintenant, ai-je répondu. La maison familiale a été vendue sous surveillance judiciaire. Les produits sont allés aux créanciers et à la restitution. Le cabinet de comptabilité de papa a fermé. Les entreprises d'Ethan ont été dissoutes. L'organisation caritative d'Amy a exigé le remboursement de l'argent acheminé par son entreprise d'événements. Leur cercle social s'est tu lorsque les preuves sont devenues publiques. Certains parents se sont excusés. D'autres ont insisté sur le fait que le résultat était excessif et ont cessé de me parler. J'ai appris que perdre des gens qui exigent votre silence n'est pas la même chose que perdre l'amour. J'ai assisté à l'inspection finale avant la vente car plusieurs boîtes de mes affaires d'enfance restaient dans le grenier. Debout dans la salle à manger, je pouvais encore imaginer l'enveloppe glissant sur la table et entendre le verrou se tourner. Je m'attendais à ce que la maison soit puissante. Au lieu de cela, elle semblait petite. Le bâtiment ne m'avait jamais contrôlé. Les gens à l'intérieur m'avaient convaincu qu'il était impossible de partir. J'ai pris mes photographies, laissé les vieux registres familiaux pour les enquêteurs et j'ai fermé la porte sans regarder en arrière. Le tribunal n'a récupéré qu'une partie de ce qui avait été pris. Grand-mère n'a pas retrouvé chaque dollar, et ma fiducie d'éducation n'a pas pu récupérer des années de croissance perdues. Pourtant, assez est revenu pour assurer son avenir. Le prêt commercial non autorisé a disparu de mon rapport de crédit après des mois de litige. Le cadeau de 100 000 $ est finalement devenu mien sans condition. J'ai remboursé mes prêts étudiants et investi le reste par l'intermédiaire d'un conseiller sans lien familial. J'ai acheté un petit condominium de 2 chambres avec de hautes fenêtres et une porte d'entrée qui se verrouillait de l'intérieur parce que je l'avais choisi, pas parce que quelqu'un voulait me contenir. La première nuit, Daphné et moi avons mangé à emporter sur le sol parce que mes meubles n'étaient pas arrivés. Elle a levé un gobelet en papier et a dit aux décisions financières ennuyeuses. L'ennui semblait magnifique. Grand-mère et moi avons reconstruit lentement. Nous nous sommes rencontrés en public au début. Elle partageait les relevés de compte et n'a plus jamais utilisé le secret comme protection. Elle a commencé à prendre la parole lors d'ateliers communautaires sur l'abus financier des aînés, admettant toujours son propre échec à agir tôt. Elle a dit que l'amour l'avait rendue vulnérable au déni, et que le déni avait rendu d'autres personnes vulnérables au mal. J'ai changé aussi. Je croyais autrefois que les limites étaient des discours qui convainquaient les gens de mieux vous traiter. Maintenant, je sais que les limites sont des décisions sur ce qui se passe quand ils ne le font pas. J'ai arrêté de me disputer avec les parents qui exigeaient une réconciliation. J'ai arrêté de mesurer ma bonté par la quantité d'inconfort que je pouvais absorber sans me plaindre. 1 an après la décision, Rachel et Daphné m'ont aidé à créer un petit fonds d'éducation pour les adultes se remettant de la manipulation financière par des proches.
Nous l'avons appelée porte ouverte, non pas parce que chaque porte devrait rester ouverte, mais parce que tout le monde mérite la possibilité de choisir quand partir. Le fonds offrait la réparation de crédits, des conseils, des références juridiques et une éducation financière. J'ai contribué une partie du cadeau de grand-mère, et elle a fait de même par le biais de sa fiducie. La première bénéficiaire était une femme dont la sœur avait ouvert des comptes à son nom. Quand elle a loué un appartement sans cosignataire, j'ai compris que le chèque était devenu plus grand que l'argent et plus grand que la vengeance. Les gens me demandent si je regrette d'avoir témoigné. Ma réponse est non. Mais pas parce que j'ai aimé voir ma famille faire face aux conséquences. Je regrette les années où j'ai confondu le silence avec la gentillesse et la soumission avec la paix. Je regrette chaque fois que je les ai aidés à éviter une conséquence qui aurait pu empêcher le prochain mal. Dire la vérité est arrivé tard, mais c'est arrivé avant qu'il ne ruine un autre avenir. Ethan a écrit 2 fois de l'établissement. La première lettre blâmait papa. La seconde blâmait la pression et son addiction au risque. Aucune ne mentionnait ses victimes. Kevin a demandé par l'intermédiaire d'un avocat si je pourrais soutenir une libération anticipée un jour. J'ai refusé de faire des promesses. Amy a envoyé une carte d'anniversaire qui disait « La famille devrait pardonner ». Je l'ai gardée avec les documents du tribunal. Le pardon, s'il venait un jour, ne signifierait pas l'accès. Pour mon 31e anniversaire, grand-mère m'a tendu une simple enveloppe. À l'intérieur, il n'y avait pas de chèque. C'était une copie de la note que mon grand-père avait placée dans ma fiducie d'éducation originale, pour Brooke, afin que ses choix puissent lui appartenir. Je l'ai encadré à côté de mon bureau. Le chèque de $100 000 a changé ma vie, mais pas comme on s'y attendait. Mes parents ont vu de l'argent qu'ils pouvaient saisir. Ethan a vu une preuve qu'il devait effacer. Grand-mère a vu un moyen de révéler un secret. J'ai vu une évasion. En fin de compte, c'est devenu la ligne entre une vie où ma famille définissait la loyauté pour moi et une vie où je la définissais pour moi-même. La vraie loyauté n'exige pas de renoncer à votre identité, votre crédit, votre sécurité ou votre avenir. Le véritable amour ne bloque pas une porte en appelant cela de la protection. La responsabilité n'est pas de la cruauté simplement parce que les personnes qui y font face partagent votre nom de famille. Pardonneriez-vous à des parents qui ont utilisé votre confiance comme une arme? Ou garderiez-vous la porte fermée en permanence? Et quand est-ce que protéger la famille devient protéger le méfait? Partagez votre réponse dans les commentaires. Si la décision de Brooke vous a semblé justifiée, commentez assez. Parce que parfois, la réponse la plus forte n'est pas de détruire les personnes qui vous ont blessé. C'est de refuser de les laisser contrôler ce qui se passe ensuite. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.